Bon, alors maintenant, on va entrer dans une partie qui, je vous le dis tout de suite, est plus technique. OK? Bah oui, parce que bon, il y a un moment, il faut entrer un peu dans les belles histoires, ça a ses limites. Il y a un moment, il faut entrer un peu dans le vif du sujet. Donc, je ferai appel à des notions d'énergie, je ferai appel à des notions de force, je ferai appel à des notions d'équilibre. OK? Et voilà. Donc, les équations sont importantes. J'essaierai de les passer quand je peux, mais certaines équations, je suis obligé de les commenter. D'accord? Voilà. Alors, mais je vous rassure, en gros, dans l'univers, quand vous regardez l'univers à grande échelle, en gros, l'univers est un gaz parfait. Voilà. Donc, mais le gaz, rien aussi parfait soit-il, le gaz parfait a beaucoup de propriétés et c'est ça qu'on va exploiter un petit peu. Alors, pour en revenir à nos étoiles, une des grandes découvertes qui a été faite par l'observation, c'est le fait que les étoiles ont des jets, comme vous le voyez ici dans cette image. Donc là, ce que vous voyez ici, il y a un disque protoplanétaire vu par la tranche ici en transparence. Une étoile est ici, et là, vous voyez des jets ambipolaires. Et donc, dans ce schéma, il y a un disque d'accrétion et des jets. Et on pense que ces jets, j'en parlerai pas beaucoup, mais sachez que ces jets, c'est peut-être la solution au problème du moment cinétique du système solaire. C'est qu'on comprend mal comment se forment ces jets. Hein, soyez clairs là-dessus. La piste, ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est que ces jets, ils sont provoqués par le champ magnétique au bord interne du disque, le couplage entre le champ magnétique au bord interne du disque et le champ magnétique de l'étoile. Et ce n'est pas du tout impossible, en fait, que du matériau spirale vers l'étoile, du matériau ionisé soit pris dans ces jets et éjecté. En plus, ce champ, donc en fait, ici, il y aura un champ magnétique qui relierait l'étoile au disque. Ce n'est pas impossible que dans ce champ magnétique qui relie l'étoile au disque, il y ait du moment cinétique, ce fameux moment cinétique qui fait défaut à notre Soleil, le moment cinétique qui soit pris dans le Soleil, qui soit transféré au disque par des effets de couplage magnétique entre le disque et l'étoile. Voilà. Donc, en gros, ces jets, aujourd'hui, sachez que on pense qu'ils sont dus à l'action du champ magnétique et c'est peut-être eux qui vont permettre d'évacuer le trop grand moment cinétique du système solaire. J'en dirai pas plus, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Alors maintenant, j'aurai pas beaucoup de jolies photos à vous montrer. Maintenant, comment on pense que les planètes se sont formées? Eh bien, notre point de départ, c'est donc cette nébuleuse aplatie, qui est à peu près faite d'hélium et d'hydrogène pour sa partie gazeuse, et à peu près faite de 1%, on pense, en masse de poussière. Et initialement, la taille des grains, alors la taille des grains, elle est estimée à partir des observations du milieu interstellaire. Typiquement, ce qu'on voit dans le milieu interstellaire, c'est qu'une taille typique des grains, c'est de l'ordre du dixième de micron. Enfin, on est à peu près à des tailles un peu microniques, submicroniques. Voilà. Donc, en gros, la grande question de la formation planétaire, en résumé, c'est par quel processus est-ce qu'on va arriver à faire grandir ces grains depuis des tailles submicrométriques. Donc typiquement, submicrométrique, c'est typiquement la poussière de fumée de cigarette. Hein. Voilà, là, vous avez des grains submicrométriques dans la fumée d'une cigarette. Vous avez à peu près des grains tels qu'on pense ont la même taille que ce qu'on rencontre dans les milieux protoplanétaires. Comment est-ce qu'on va les faire grandir jusqu'à des tailles planétaires? Voilà, donc vous imaginez que le boulot n'est pas simple. Okay, mais c'est en résumé tout le challenge que se propose de résoudre la théorie de formation planétaire. Alors il va falloir plusieurs processus enchaînés. Il y a des points qui ne sont toujours pas résolus, on va les voir ensemble. Alors ça, je vais peut-être un petit peu passer ça, voilà. Alors, globalement, sachez que dans la vision traditionnelle de la formation planétaire, il est d'usage de diviser la formation planétaire en 5 grandes étapes. Alors, en fait, cette division est parfaitement arbitraire, mais c'est juste que l'esprit humain aime bien former des catégories, et donc en voilà une, quoi. Mais simplement, au moins, ça permet un petit peu de savoir un petit peu de quoi on parle. Initialement, on pense qu'on a affaire à un disque donc, de gaz et de grains dont je viens de parler. Vous avez des grains, en tout cas plutôt la poussière en réalité, en suspension dans le gaz. Ensuite, on va voir que dans un premier temps, ces grains vont sédimenter dans le plan médian du disque. On va voir par quel processus. Ensuite, on pense que grâce à un certain nombre de processus, ces grains vont grandir jusqu'à des tailles d'abord centimétriques, pémétriques, puis carrément kilométriques. Et quand ils obtiendront des tailles kilométriques, ils vont changer de nom. On n'appellera plus ça des grains, on va appeler ça des planétésimaux. Ensuite, ces planétésimaux, par d'autres processus, vont peut-être donner naissance à des embryons planétaires. Les embryons planétaires, c'est typiquement, par exemple, des objets qui ont la taille de la Lune
ou peut-être jusqu'à la taille de Mars. Mars peut être considéré comme un gros embryon planétaire aujourd'hui, dans la vision moderne qu'on a de la formation planétaire. Et enfin, ces embryons planétaires vont grandir jusqu'à des tailles planétaires. Okay, et là, il y a une flèche derrière, bon, parce que là, le dessin n'y est pas. Tout cela se passe dans une nébuleuse de gaz, et il y a bien un moment où cette nébuleuse de gaz va devoir disparaître, parce qu'aujourd'hui, on n'en voit plus. Okay, voilà les 5 grandes étapes. Alors, que ce soit clair, ce n'est pas du tout sûr que toutes les étapes existaient. Aujourd'hui en particulier, l'étape planétésimo est très remise en cause. Okay, mais disons que je vais vous en parler parce que ça reste toujours le modèle standard. Ce n'est pas du tout évident aussi qu'on soit à la même étape dans toutes les zones du système solaire. Globalement, l'intérieur du système solaire a tendance à évoluer plus vite que le système solaire externe. Donc c'est parfaitement possible que la partie interne du système solaire soit en avance. C'est-à-dire qu'il y a des planétésimaux dans le système solaire interne, alors que dans le système solaire externe, on a encore un disque de gaz et de grains. D'accord ? Donc ça, c'est juste une sorte de fil rouge qu'on va suivre, mais ayez aussi bien sûr un regard critique sur cette division. D'accord ? Ne me dites pas, mais monsieur, vous aviez dit que c'était d'abord les grains sédimentés et ensuite les planétésimaux. D'accord, hein ? Les frontières entre ces différentes étapes sont floues, d'accord ? Floues temporellement et aussi floues spatialement. Ok ? Voilà. Alors, donc démarrons avec ça. Alors déjà, l'intérêt de ce modèle, alors ça a été identifié de manière assez, ça a été identifié assez tôt, c'est que le simple fait que vous ayez un disque autour d'une étoile impose que la température de votre disque va être naturellement élevée au voisinage de l'étoile et froide loin de l'étoile. Alors la température précise dans votre disque dépend de la structure du disque. D'accord ? Est-ce que le disque est très opaque ou pas ? Est-ce que le disque est très dense ? Est-ce que le disque est tendu ou pas ? Bon. Mais simplement, vous pouvez faire un calcul assez simple. Vous mettez une poussière à 0,5 unités astronomiques, à 1 unité astronomique, à 3, à 10, à 20, à 50 unités astronomiques. Vous pouvez calculer un équilibre thermique. D'accord ? Ça se fait assez simplement. En gros, vous dites que vous savez, ce qui produit la température, c'est l'équilibre toujours entre le chauffage et le refroidissement. Si vous n'arrêtez pas de chauffer, vous montez une température grande, et puis si vous n'arrêtez pas de refroidir, votre température diminue progressivement. Ce qui fait que vous et moi, dans cette pièce, on a une température constante, c'est parce que les processus de chauffage équilibrent les processus de refroidissement. D'accord ? Il n'y a pas de température intrinsèque, c'est ça ce que je veux vous dire. Vous avez toujours un chauffage qui équilibre un refroidissement, et c'est ça qui vous donne une température constante. Eh bien, ce que vous pouvez calculer, c'est qu'en gros, typiquement, une étoile jeune, telle que le Soleil, elle va avoir une température de surface qui est un peu plus froide qu'aujourd'hui, de l'ordre plutôt de 4000 Kelvin. Un petit calcul simple vous montre que si vous mettez une poussière à 1 unité astronomique, elle va être portée à 300 Kelvin à peu près, donc la température qui est de l'ordre de la surface de la Terre. Si vous mettez une poussière, par contre, au niveau de l'orbite de Mercure, elle va être portée à une température qui est plutôt de l'ordre du millier de Kelvin. Par contre, si vous mettez une poussière au niveau de Saturne à 10 unités astronomiques, elle est plutôt à 70 Kelvin. Voilà. Bon. Alors pourquoi ça c'est intéressant ? Eh bien parce que, tout simplement, là c'est dans le cadre d'un modèle simple. Si vous regardez ces points que je vous ai mis ici, c'est la température de condensation de différentes espèces chimiques. Donc par exemple, quand vous êtes aux alentours de 0,1 unité astronomique, qui va faire typiquement 1800 Kelvin, et ça c'est la température de condensation des éléments les plus réfractaires, calcium, aluminium, etc. Ensuite, quand vous êtes au niveau de la Terre, vous allez commencer à condenser les minéraux hydratés. Et ensuite, plus vous éloignez de la Terre. Par contre, au niveau de la Terre, et ça c'est une question qu'il faudra résoudre, au niveau de la Terre, a priori, les éléments volatiles tels que l'eau vont avoir du mal à survivre. Okay ? Par contre, plus vous éloignez, aux alentours de 4-5 unités astronomiques, vous passez en dessous de la ligne de condensation de l'eau. D'accord ? Il va commencer assez froid pour que l'eau condense. Et après, dans tout le système solaire externe, vous apercevez que vous êtes bien en dessous de la température de condensation de l'eau, c'est-à-dire que vous attendez à avoir des glaces. Donc, ce gradient de température, d'accord ? Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire parce qu'après, les objets se déplacent. Mais ce gradient de température qu'impose le Soleil autour de lui du simple fait de son rayonnement semble être une explication à l'ordre 0 de cette différenciation que l'on observe entre un système solaire interne riche en éléments réfractaires et qui condense à haute température, la Terre, Vénus, Mercure, et donc est riche en silicates, riche en métaux, mais par contre pauvre en eau, pauvre en méthane, pauvre en volatile, okay, et un système solaire externe qui, lui, par contre, au contraire, semble être riche en éléments volatiles, des glaces d'eau, voire beaucoup plus loin, des glaces de méthane, et surtout un système solaire externe où le gaz, tout simplement, le gaz peut survivre sans se faire évaporer. Okay ?
Donc à l'ordre 0, ce modèle de la nébuleuse a cette propriété où naturellement, où vous vous attendez à avoir une division en fait, entre deux régions, et la frontière, vous pouvez la mettre à la limite de condensation de l'eau. Et la limite de la zone où la zone se condense, on appelle ça la ligne des glaces. Alors après, la question, c'est où se trouve la ligne de glace? Eh bien, en fait, la position de la ligne de glace, ce n'est pas très clair, parce que ça dépend de la température de l'étoile. Ça dépend. Aujourd'hui, elle est connue, mais au moment de sa formation, quand le Soleil était en phase, on appelle ça, c'était une phase stétorique, quand le Soleil venait juste de se former, sa température n'est pas très bien contrainte. Ça dépend aussi en fait de votre nébuleuse, parce que je rappelle que la nébuleuse n'est pas vide. Vous êtes dans un nuage qui est riche en gaz et en poussière, donc il faut calculer comment se propage la température, en tout cas la chaleur dans ce type d'environnement. Bon. En fonction des modèles, en fonction des âges, en fonction de divers paramètres, la ligne des glaces, l'endroit où vous allez condenser l'eau, devrait se situer quelque part entre 2 et 6 unités astronomiques. Voilà. Ça devrait se déplacer quelque part dans cette région. Okay. On pense, initialement, la nébuleuse était plus dense, parce qu'on pense que la nébuleuse se forme de manière assez contractée, ensuite elle a tendance à s'étaler vers l'extérieur, à se détendre. On pense qu'initialement, la ligne des glaces, était assez éloignée, aux alentours de 5-6 unités astronomiques. Et on pense qu'après, au fur et à mesure que le système s'affroidit, la ligne des glaces est ensuite rapprochée du Soleil. Ok, voilà. Donc ça, la question de la ligne des glaces, c'est un grand débat. Ok, ça va? Donc voilà, donc ça vous donne au moins une explication. Ça vous donne une explication à l'ordre 0 de pourquoi est-ce qu'on s'attend effectivement, ce type de nébuleuse, à avoir un système solaire riche en éléments réfractaires, un système solaire interne en éléments réfractaires, un système solaire externe riche en éléments volatiles. Alors maintenant, je vais vous présenter un autre concept alors, qui est très utile. C'est un petit peu la nébuleuse standard. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire des choses sur cette nébuleuse depuis notre observation des planètes terrestres? Alors, en fait, il y a un concept qui traîne dans la littérature que tout le monde utilise. Aujourd'hui, on a de plus en plus de raisons de penser que c'est un concept qui est en fait assez trompeur, assez faux, mais il est tellement pratique à utiliser que tout le monde se jette dessus. D'accord ? Vous savez, entre un concept juste et complexe et un concept faux mais simple à utiliser, souvent le concept faux et simple à utiliser va avoir une certaine popularité. Voilà. Ben, aujourd'hui, on est exactement dans ce cas-là. Alors, en fait, la question qu'on se pose depuis longtemps, c'est est-ce qu'on a un moyen de dire quelle était la masse et quelle était la densité de surface de cette nébuleuse? Eh bien, dans les années 70, plusieurs chercheurs se sont posé la question. Il y a Hayashi au Japon, il y a Stuart Weidenschilling aux États-Unis, et qui ont fait un calcul très simple. On dit, écoutez, voilà, c'est facile. Enfin, c'est facile. On va faire un raisonnement simple. Je prends la masse des planètes terrestres, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, etc. Je l'étale, donc je prends la masse. La masse, on les connaît. Je l'étale, grosso modo, à mi-chemin entre les deux planètes les plus proches. Voilà. Premièrement, donc je trouve une certaine densité de surface. Or, je sais que les planètes terrestres, a priori, dans ce modèle, les planètes terrestres ont été dévolatilisées, c'est-à-dire qu'elles sont pauvres en volatiles. Alors, comment est-ce que je suis capable de... Alors, je vais essayer d'estimer la quantité de volatiles qui sont partis. Alors, je vais faire un raisonnement qui est très simple. Je vais dire qu'a priori, ça ne paraît pas un raisonnement stupide. Comme dans cette nébuleuse de Kant-Laplace, on comprend que c'est le même matériau qui donne naissance au Soleil et aux planètes. D'accord? Eh bien, il est raisonnable de penser que la composition chimique complète de cette nébuleuse, c'est à peu près la même que la composition chimique du Soleil. Parce qu'a priori, lui, le Soleil, il a tout retenu. Okay, voilà. Donc, je prends la composition de la Terre, je regarde tout ce qui lui manque pour retrouver la composition du Soleil. En gros, je vais multiplier par 100 sa masse pour ajouter tout l'hydrogène et l'hélium qu'a perdu la Terre. Voilà. J'obtiens une masse totale, c'est à peu près la masse totale de matériaux de la nébuleuse primitive qu'il a fallu pour former la Terre. Et je l'étale à mi-chemin entre la planète la plus proche et la planète la plus loin. Donc là, vous voyez Mars, Mercure, la Terre. Voilà. Donc vous voyez cette courbe un petit peu cassée. Mais globalement, vous savez, on peut toujours faire passer une droite. Hein, donc on fit ça par une droite. Et boum, on trouve cette pente que vous voyez ici. Donc on trouve une nébuleuse qui a une densité de surface qui décroît comme la puissance moins 3,5 de la distance au Soleil, donc une nébuleuse qui serait plus dense au voisinage du Soleil et plus ténue lointainement, et qui, à peu près au niveau de la Terre, aura une densité de surface de l'ordre de 20 000 kg par mètre carré. Alors attention, 20 000 kg par mètre carré, vous allez vous dire, oulala, c'est très lourd, mais attention, c'est 20 000 kg dans une colonne de gaz qui fait quelque chose comme 0,1 unité astronomique. Donc ça veut dire que c'est extrêmement ténu. Hein, c'est extrêmement ténu. La pression à unité astronomique est de l'ordre de 1 pascal. 1 pascal, je vous rappelle, 10 puissance moins 5 atmosphère.
Et donc cette nébuleuse, on appelait ça la nébuleuse minimale, si vous voulez, donc c'est la nébuleuse la moins massive qu'on puisse imaginer pour former les planètes, donc c'est dans l'hypothèse où aucun matériau n'aurait été expulsé. Et cette nébuleuse porte un doux nom, on appelle ça la MMSN, donc, ou la nébuleuse minimale. C'est donc cette nébuleuse qui fait 20 000 kg à 1 AU, 300 Kelvin à 1 AU et 1 Pascal à 1 AU. Voilà. Et ça, c'est à peu près, cette nébuleuse, c'est le modèle le plus simple que l'on puisse imaginer de nébuleuse protoplanétaire. Donc en fait, beaucoup de travaux partent de cette nébuleuse pour commencer à travailler. Le seul truc, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en regardant les autres disques protoplanétaires, on a quand même l'impression que cette nébuleuse, elle est un petit peu particulière. La plupart des autres disques protoplanétaires ont une pente en densité de surface qui est moins raide, qui est plutôt en R puissance moins 1 qu'en R moins 1,5. Et donc la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui d'où vient cette répartition. Voilà. Il y a quand même deux exceptions notables à cette loi en moins 1,5 comme ça dans le système solaire. La ceinture d'astéroïdes se trouve là. Il y a quand même une sacrée différence entre la production de la nébuleuse et la densité de fer de la ceinture d'astéroïdes. Et la ceinture de Kuiper aussi se trouve extrêmement en bas. Voilà. Et la différence entre cette nébuleuse de masse minimale et la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper a fait dire aux gens, et aujourd'hui ce sont des modèles qui remportent un certain succès, qu'il y a un processus qui a dû vider efficacement la ceinture d'astéroïdes pour lui faire perdre en gros 99% de sa masse. Et il y a un processus qui aussi a dû faire perdre 99% de la masse de la ceinture de Kuiper. Alors aujourd'hui, bon, c'est pas qu'elle a perdu sa masse, c'est peut-être que la ceinture de Kuiper était implantée à sa position. Enfin bon, la ceinture de Kuiper est un cas un peu plus compliqué. Voilà, donc en gros, la densité de surface, cette nébuleuse de masse minimum, et donc au moment où on passe la ligne des glaces, donc quelque part entre 1 et 5 unités astronomiques, il y a un sursaut en densité de solide. Donc ça, c'est la quantité de gaz, et ça, c'est la densité de solide. Voilà. Quand on passe la snow line, enfin la ligne des glaces, donc il y a un sursaut en densité de surface. Voilà. Alors maintenant, oulala, des équations. Donc, alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la forme de cette nébuleuse et pourquoi dit-on que ces nébuleuses sont évasées? Eh bien, alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces nébuleuses, elles sont un peu comme l'atmosphère terrestre. Elles sont ce qu'on appelle à l'équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que la gravité qui les tire vers le plan médian est parfaitement contrebalancée par la force de pression. Alors, il y a une manière en fait assez simple d'estimer leur épaisseur et vous allez voir que leur épaisseur apporte énormément d'informations sur leur structure. Alors l'idée c'est la suivante. En gros, l'idée c'est, vous prenez par exemple une molécule de gaz, ici par exemple, je sais pas, d'hydrogène, vous prenez une molécule d'H2 qui se trouve à une unité astronomique et on va se poser la question de quelle est l'épaisseur de cette nébuleuse. Alors on fait un petit raisonnement simple. En gros, on peut dire que à l'ordre 0, si vous prenez un gaz qui a une certaine température, la vitesse d'agitation des molécules dans ce gaz, c'est-à-dire que leur mouvement désordonné, est de l'ordre de la vitesse du son. Voilà. Bon, ce n'est pas exactement la vitesse du son, mais c'est de l'ordre de la vitesse du son. Donc ils ont une énergie cinétique qui est de l'ordre de 1,5 de mv2, donc là on remplace la masse par ρ, voilà. Donc on a en gros l'énergie cinétique est donnée proportionnelle au carré de la vitesse du son. Voilà. Alors après, si vous la lancez verticalement, elle va monter jusqu'à une certaine hauteur, et après elle va retomber parce qu'il y a la force de rappel, vers le plan médian qui va la retirer vers le bas. Alors ça nous rappelle nos exercices qu'on faisait en terminale, on disait à quelle hauteur monte une pierre, d'accord? Donc là c'est un peu plus compliqué parce que ce qui va tirer la molécule vers le bas, c'est pas G, enfin c'est pas la force c'est pas l'accélération à la surface de la Terre bien entendu. Ce qui va tirer la molécule vers le bas, c'est plutôt l'accélération de l'étoile. L'accélération de l'étoile, c'est un vecteur qui est dirigé vers le centre, mais elle a une composante verticale. Donc l'accélération de l'étoile va tirer la molécule dans le plan médian. Vous équilibrez énergie cinétique et énergie potentielle. Et vous arrivez en fait à un très beau résultat qui est que l'épaisseur du disque, c'est quelque chose de très simple. L'épaisseur du disque, c'est de l'ordre tout simplement de la vitesse du son sur la fréquence de rotation. Alors, ce qui peut paraître un peu compliqué comme résultat. Mais si je divise en haut et en bas par la distance, je trouve juste que l'épaisseur du disque, le rapport d'aspect, c'est-à-dire le rapport épaisseur sur taille, c'est exactement le même rapport que la vitesse d'agitation thermique divisée par la vitesse orbitale. Le rapport entre la vitesse d'agitation thermique et la vitesse orbitale, c'est un chiffre sans dimension, c'est exactement le même rapport qu'entre l'épaisseur du disque et sa largeur. Donc tout simplement, ça vous dit quoi? Que quand un disque est chaud, il a une grande vitesse du son, donc il va être épais, et quand un disque est froid, il a une faible vitesse du son, et il va devenir extrêmement fin.
D'accord? Donc, ce qui règle l'épaisseur du disque, c'est l'équilibre entre sa chaleur, sa température et sa vitesse orbitale. Alors, si vous vous mettez dans les conditions d'application du système solaire, vous mettez tous les bons chiffres et tout, et vous trouvez en gros que l'épaisseur, ça va être entre 1% et 10%, après ça dépend des chiffres qu'on prend, on va être entre 1 et 10% de la distance de l'étoile. Donc en fait, on a affaire à un disque qui est quand même relativement plat, relativement écrasé. Voilà. Mais alors, si on va plus loin, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la forme du disque? En fait, ce qui va se passer, plus on va s'éloigner, plus la température va chuter. Vous êtes d'accord? Donc plus la température va chuter, donc ça va contribuer à faire diminuer l'épaisseur du disque, on a l'impression. Mais en même temps que la température chute, il faut voir aussi que plus vous éloignez, plus l'attraction du Soleil est faible. Donc plus la vitesse orbitale se met à chuter. Donc ensuite, pour savoir si le disque va s'épaissir ou va s'aplatir, en fait, il faut comparer à quelle vitesse chute la température et comparer à quelle vitesse chute la vitesse orbitale. Et bien, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dans le cas d'approximation standard, la température chute comme la racine carrée de la distance. Okay. Donc ça, c'est tout simplement une poussière à équilibre thermique, vous éloignez, vous voyez que tout simplement, il y a un rapport 1,5, ça va s'écarter, que la température chute comme la vitesse du son chute comme la racine carrée de la distance. Par contre, la vitesse orbitale, elle, en fait, elle chute beaucoup plus vite. Elle chute comme la distance moins 1,5. Donc total, ce qui chute le plus vite, c'est la vitesse orbitale. Conclusion, qu'est-ce qui va se passer, le disque? La vitesse orbitale qui est au dénominateur diminue plus vite que la vitesse du son qui est au numérateur. En gros, votre disque il va avoir tendance à devenir de plus en plus grand au fur et à mesure que vous éloignez, de plus en plus épais. Donc c'est pour ça qu'on a affaire à des disques qui sont évasés. Les fameux, on appelle ça des disques, enfin en mauvais français, on appelle ça des disques flairés, c'est-à-dire des disques, parce que tout flare en anglais, ça veut dire évasé. On en a affaire à des disques évasés comme ceci. Alors, donc là, donc tout simplement, donc ça, c'est pas compliqué. C'est juste que, en gros, plus vous allez loin, moins l'étoile attire efficacement, et donc plus le disque est libre de s'étendre verticalement. Voilà, donc plus le disque il est libre de faire ce qu'il veut, il s'étend verticalement. Alors ça, c'est intéressant parce que donc vous voyez que si vous arrivez à mesurer la géométrie du disque, vous pouvez dire des choses sur sa température, et on va pouvoir aussi dire des choses sur son contenu. Alors, ça a été observé. Ça a été observé dans les années 2000, depuis le VLT. Aujourd'hui, on fait des observations de disques protoplanétaires et on arrive en fait à mesurer l'évasement de ces disques. Et alors, je vous montre par exemple ce disque qui a un nom compliqué, qui s'appelle HR4796A. Alors c'est des noms de catalogue d'étoiles, hein, donc c'est normal que ce ne soit pas hyper poétique, quoi. Donc HR4796A, on a vu ce disque. Alors normalement, si ce disque était parfaitement plat comme un disque, plat comme une cible, par exemple, une cible de flèche, on devrait obtenir une structure. Ça, ce sont des isophotes. Donc en gros, ici les lignes, tout ça, ce sont des isotempératures, si vous voulez, dans le disque, à peu près, quoi. Voilà. Si on avait à faire un disque parfaitement plat, vous devriez observer des isophotes parfaitement symétriques par rapport au centre. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez un disque, même un disque incliné, ça vous fait une ellipse, mais il y a quand même un axe de symétrie qui est le centre du truc. Mais là, en fait, si vous regardez bien dans ce disque, ce qui a surpris les gens, c'est que ces isophotes, regardez, elles font des cercles, et le centre de chacun, enfin ça ne fait pas des cercles, plutôt des ellipses, mais le centre de ces ellipses est décalé par rapport au véritable centre du disque. Et ça, en fait, c'est un effet géométrique qui n'est pas très compliqué à interpréter. C'est exactement le même effet géométrique que vous obtiendrez si vous observez une structure évasée. Donc par exemple, alors la meilleure image, c'est vous prenez un bol dans lequel vous prenez votre café. Un bol dans lequel vous prenez votre café, c'est une structure qui est évasée. Hein. Là, vous avez le fond du bol. Voilà, et là, vous avez la structure du bol. Et si vous faites des cercles concentriques dans votre bol et vous mettez à le regarder de 3/4, vous allez voir que vos cercles concentriques, ça vous fait des ellipses bien sûr, mais que le centre de ces cercles concentriques n'est pas aligné avec le fond du bol. Et c'est exactement ce que l'on observe ici. Ce que vous voyez en fait ici, ces isophotes bizarroïdes, ce sont en fait des isophotes dans cette région d'évasement du disque. Voilà. Et en regardant comment la répartition de ces isophotes, on a réussi à reconstruire la géométrie complètement de ce disque en 3D, et on voit effectivement, on a réussi dans ce cas-là à mesurer son épaisseur, à regarder sa température, etc. etc. Voilà. Donc, conclusion, ces disques sont à l'équilibre hydrostatique, ils sont relativement froids, et
et en fait, donc, il s'évase au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ces disques? Voilà, on pourrait se dire, bon, maintenant, que va faire la poussière à l'intérieur de ces disques? Maintenant, on va plonger un peu dans le disque. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous tournez autour d'une étoile, une planète, par exemple, elle va se mettre à tourner à une certaine vitesse, et cette vitesse est connue depuis l'époque de Newton, on appelle ça la vitesse keplérienne. Voilà, en gros, une particule de poussière se met à tourner autour de l'étoile et tourne à une certaine vitesse keplérienne. Alors, je pourrais vous donner l'expression, elle était là-bas, racine de gm étoile sur r cube. Voilà, ça c'est la vitesse angulaire à laquelle vous tournez. Ok, bon. Alors ça c'est très important parce que, en gros, une planète ou une poussière qui est seule autour de l'étoile, elle tourne à sa vitesse keplérienne, que ce soit une poussière. Alors, si on oublie les effets de radiation, mais si vous prenez par une bille de 1 cm, vous la mettez à l'orbite de la Terre, elle va faire un tour du Soleil en 1 an, exactement comme l'étoile. Pourquoi? Tout simplement parce que cette période de rotation, elle provient de l'équilibre entre la force de gravité qui vous tire vers l'étoile et la force centrifuge. Vous dites force de gravité égale force centrifuge, boum, vous tombez sur votre vitesse keplérienne. Bon. Pourquoi c'est important ça? Ben, c'est important parce que c'est quelque chose qui avait été remarqué par Weiden-Schilling dans les années 70, c'est que si vous voulez faire le même calcul mais pour le gaz, c'est-à-dire que dans ce cas-là on ne considère plus une poussière mais on considère du gaz, en fait vous allez obtenir un résultat différent. Alors attention, je vois des yeux qui se ferment parce qu'il y a des équations, donc c'est le moment de les rouvrir, d'accord? Parce que là il va se passer des trucs fondamentaux. Et ça c'est peut-être même l'allumette qui risque de déclencher la formation planétaire. Si vous faites l'équilibre d'une particule de gaz dans votre fluide, bon, vous avez la force de gravité qui tire vers l'étoile, bon ça, jusqu'ici, rien de nouveau. Vous avez la force centrifuge qui tire vers l'extérieur, tout va très bien. Mais il y a quand même quelque chose auquel n'est soumis le gaz, auquel n'est pas soumis une poussière, mais en tout cas beaucoup moins. C'est les forces de pression. En fait, pour le gaz, les forces de pression vont se rajouter. Les forces de pression vont se rajouter à la force de gravité et à la force centrifuge. Et alors on pourrait se dire, oui, bon, bah, c'est un calcul mathématique un peu douloureux, quelles seront les conséquences de ceci? Eh bien, le simple fait que les forces de pression vont se rajouter, alors les forces de pression, c'est pas compliqué, hein. Vers le Soleil, il y a plus de gaz qu'à l'extérieur du Soleil. Donc en gros, si là vous avez une particule de gaz, en résumé, vous avez plus de gaz à gauche qu'à droite. Donc la pression est plus forte à gauche qu'à droite. Donc le bilan des forces de pression, c'est une force qui va vers l'extérieur. Donc, le simple fait d'ajouter les forces de pression, tout se passe comme si, attention, tout se passe comme si la force de gravité était en fait un peu plus faible, on pourrait voir ça comme ça, parce que tout simplement la force de pression va s'opposer à la force de gravité. Et donc, comme tout se passe comme... Donc ça, la conséquence de ça, c'est que tout se passe, comme votre force de gravité est en apparence plus faible, parce qu'elle est contrebalancée par la force de pression, ça fait que la vitesse à laquelle va tourner une particule de gaz autour de l'étoile, en fait, ça ne va pas être la vitesse keplérienne. Ça va être plus petit que la vitesse keplérienne. Autrement dit, le gaz tourne plus lentement que les planètes ou les gros objets solides. Et ça, c'est ça la clé du mécanisme, on pense, qui déclenche la formation planétaire. Parce que ça va avoir des conséquences énormes. C'est qu'en gros, dès que vous allez commencer à mettre un gros objet dans le gaz, le fait que le gaz tourne moins vite que la fréquence keplérienne, eh bien, ça va faire que tous les objets vont commencer à frotter contre le gaz. Voilà. On dit que les disques protoplanétaires sont en rotation sub-keplérienne, c'est-à-dire ils tournent moins vite que la fréquence keplérienne. Et donc en fait, leur fréquence de rotation, c'est la fréquence de rotation du gaz, c'est la fréquence de rotation keplérienne, moins un petit terme qui tient au gradient de pression. Alors attention, hein, c'est pas monstrueux, hein, ça ne tourne pas 2 fois moins vite. Hein. C'est à peu près, ça tourne de l'ordre de 0,1 à 1% moins vite. Mais ça suffit pour faire frotter les objets solides à l'intérieur contre le gaz. Et les conséquences de ça sont, on va les voir, les conséquences de ça sur les poussières vont être drastiques. Si on prend des chiffres normaux, on trouve que le gaz tourne à peu près 1,5% moins vite que la fréquence keplérienne. Sur l'axe radial, j'en parlerai pas trop, mais en gros, sachez qu'en plus de tourner un peu moins vite que la fréquence keplérienne, la viscosité du gaz fait que, en gros, globalement, le gaz a tendance à s'écouler en direction de l'étoile. On a affaire à un disque d'accrétion, c'est-à-dire globalement, il y a un mouvement radial du gaz qui va vers l'étoile. Alors, quelle est la conséquence, en fait, du fait que le disque est en rotation sous-keplérienne? Bien, la conséquence est drastique. C'est que les grains, soit vous avez affaire à des grains tout petits, vraiment submicrométriques, et ils vont être tellement couplés au gaz qu'ils vont agir comme des particules de gaz. Okay, donc voilà. Le problème, c'est que les grains,
aussi, ils ont le droit de faire leur vie, hein. Ils ne vont pas juste rester à l'état de grain toute leur vie ou les poussières. Les grains, ils vont avoir tendance à se coller. Et si vous prenez des objets submicrométriques, ils ont un tout petit objet a un rapport surface-volume en général qui est extrêmement élevé. En gros, les tout petits objets sont très sensibles aux effets de surface. Et ce que montrent les expériences de laboratoire, c'est que si vous prenez 2 grains micrométriques, ou même voire plus grands, qui font genre, voire un peu plus petit que le millimètre, des grains qui font quelques dizaines à quelques centaines de microns, si vous les rapprochez à une vitesse faible, je ne sais pas, genre quelques centimètres par seconde, naturellement, qu'est-ce que font les grains quand ils se rencontrent? Boum, ils ont tendance à coller. Donc les grains, rapidement, ils vont pas rester à des tailles submicrométriques, ils vont avoir envie de grossir. Étant grossissants, ils vont être plus lourds. Étant plus lourds, ils vont commencer à, ils vont commencer à se découpler du gaz, c'est-à-dire qu'ils vont de moins en moins se comporter comme une molécule de gaz. En résumé, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Plus l'objet grossit, plus il commence à sentir le frottement avec le gaz. Parce qu'un grain qui grossit, il a envie de se mettre à la vitesse keplérienne, parce qu'il sent de moins en moins les forces de pression. Le problème, c'est qu'il est dans cet environnement résistif qui est le gaz, qui lui tourne plus lentement. Conclusion, les grains vont commencer à frotter contre le gaz, et ce frottement a pour effet de leur faire perdre de l'énergie, et ils vont commencer à sédimenter, c'est-à-dire à tomber en pluie dans le plan équatorial du disque. Voilà. Et donc en gros, les grains sédimentent dans le plan médian. Voilà. Et ça, c'est vraiment la première partie de la formation planétaire. Il faut bien comprendre que tout ça, ça tient au fait que le gaz il tourne moins vite que la rotation keplérienne. Voilà. Donc les grains sédimentent dans le plan médian. Alors exactement, alors ça n'a rien de mystérieux, hein, c'est exactement le même processus qui fait que les grains dans une rivière sédimentent au fond de la rivière. Voilà, c'est un processus de sédimentation. Okay. Bon, alors on pourra me dire qu'au passage, donc, la nébuleuse va devenir transparente, effectivement, ça va changer la température. Ça, c'est sûr que la nébuleuse qui était opaque au début dans ces zones supérieures va commencer à devenir de plus en plus transparente parce que toute la poussière commence à se séparer du gaz et à s'accumuler dans le plan médian. Voilà, alors dans cette chute, ce qu'on peut montrer, alors ça, c'est pas très étonnant, c'est qu'en gros, les gros grains, comme ils ont un rapport surface sur volume qui est plus faible que les petits grains, les gros grains vont avoir tendance à chuter plus vite. Donc on va avoir une chute différentielle des grains. En gros, plus un grain est gros, plus il tombe vite, et plus il tombe vite, plus il devient gros. Alors pourquoi plus il devient gros? Tout simplement parce que les gros grains vont sentir un vent de face et vont accumuler à leur surface des petits objets. Et donc ce qu'on pense, c'est que lors de cette chute, les grains vont commencer à former des structures fractales, un peu comme ceci, quoi. C'est-à-dire que les grains vont commencer à grandir et à former des agrégats de plus en plus grands. Voilà. Donc ça, vous commencez à former des grains qui commencent à devenir gros. Alors, bon, ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà. Voilà. Alors, la croissance des grains. Alors, la croissance des grains, ça se calcule en fait assez simplement. En gros, c'est un simple calcul de section efficace. Donc, en gros, vous avez un grain qui a une certaine surface, il se déplace à une certaine vitesse dans le disque, et vous pouvez compter dans ce disque combien il va rencontrer d'autres grains sur sa trajectoire. D'accord ? Donc, vous pouvez établir tout un tas de petites équations différentielles. Vous pouvez calculer en gros la vitesse de croissance des grains. Et en gros, la vitesse de croissance des grains, vous le sentez bien, ça va dépendre de sa vitesse de déplacement dans le disque. Voilà, quoi. À la fin, vous mettez tous les chiffres qui vont bien. À la fin, ça vous donne à peu près une idée. La croissance est assez rapide. Hein. C'est de l'ordre de 0,1 à 1 cm par an, à une unité astronomique. Donc, vous allez partir de taille submicrométrique et les grains vont commencer à chuter. Les plus gros d'entre eux vont grandir à une vitesse de l'ordre de 1 cm par an. Donc c'est intéressant parce que déjà on commence à quitter le régime micronique maintenant. On commence à être déjà à des tailles centimétriques. Et donc le temps de sédimentation est réduit, donc ça c'est des détails par rapport à mes transparents d'avant. Et on atteint des tailles de l'ordre du centimètre au mètre. Donc voilà, donc vous mettez au bout de 100 ans, 1000 ans, vous commencez à aboutir à des tailles qui commencent à être... vous n'avez plus affaire à des grains, vous commencez à affaire à des gros cailloux. Quoi. Ok, voilà. Alors par exemple, à quoi pourraient ressembler ces grains? Alors par exemple, alors c'est un peu abusif de dire que c'est ça, mais donc ça peut commencer à donner des idées. Donc là par exemple, ça c'est des grains qui ont été collectés, c'est des particules interplanétaires qui ont été connectées dans des aérogels. Voilà, et là vous voyez comme ça ces structures fractales. Donc tout ça pour vous dire que dans toutes les simulations numériques qu'on vous présente, et moi le premier, on utilise tous des grains sphériques parce que la formule V égale 4 tiers de pi r cube, on fait tout ça. Hein. Moi je ne me gêne pas pour vous faire ça ici avant là. Hein. D'accord. Quand on voit ça, on voit bien que ce n'est pas sphérique, d'accord, mais bon, rien n'arrête les modélisateurs, hein, comme disait Willy Benz. Voilà. Donc, voilà. Mais disons que globalement, bon, voilà, tout ça, c'est pour aussi vous donner un petit peu la conscience de où sont les différents points d'accrochage. Hein. Il est très probable que ces grains soient plutôt des structures fractales. Hein, voilà, ok. Alors, l'effet de ça, c'est quoi? Comme tout le matériau sédimente,
dans le temps, eh bien, au début, vous partez d'une nébuleuse. En gros, les petits objets vont rester en suspension en haut, les gros objets vont tomber au fond du disque. Là, c'est Z, là, c'est R. Et globalement, votre nébuleuse va devenir de plus en plus transparente. Et donc, en fait, dans l'observation, on essaie justement de capter ces nébuleuses de plus en plus transparentes et on considère que cette augmentation de la transparence des nébuleuses va peut-être être un signe de cette sédimentation. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, on voit aussi des effets assez étonnants. Quand on regarde les spectres de différentes disques protoplanétaires, quoi, en gros, on regarde dans l'arrêt des silicates, voilà, aux alentours, enfin, la structure des silicates vers 10 microns. Et en gros, les grains, les silicates, ils peuvent être soit très structurés, auquel cas on va les appeler des cristaux, soit plutôt un assemblage désordonné, quoi, on va appeler ça des verres, c'est-à-dire c'est plutôt des silicates amorphes, quoi. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que plus un objet est vieux, plus cette forme spectrale des silicates a tendance à changer. On va plutôt passer de silicates amorphes à des silicates cristallins. Donc ça vous laisse dire que peut-être il y a un processus qui change la nature de ces objets, d'accord? Donc au début, on sent bien qu'on a un peu un entassement à forme d'objet, mais peut-être ici ce qui se passe, peut-être qu'il y a eu des processus de chauffage et de refroidissement très lents qui ont peut-être mené à une cristallisation progressive des objets. Donc on a l'impression de voir en fait un effet de cristallisation des silicates dans les disques protoplanétaires. Voilà. Voilà. Et en plus, quand on le trace dans d'autres graphiques, on peut aussi donner alors en faisant, alors ça, le problème c'est que c'est très modèle dépendant, mais on peut essayer d'inverser la taille des grains à partir des observations, d'accord? Et ce qu'on voit, c'est qu'il semble y avoir une corrélation entre le degré de cristallisation et la taille des grains. En gros, plus les grains sont gros, plus ils ont l'air d'avoir été cristallisés, d'accord? Et tout ça, c'est des observations de disques protoplanétaires différents, par exemple ça, en l'occurrence, je ne sais plus, mais je crois, je me demande si ce n'est pas dans la région du taureau, voilà, quoi. Ok. Voilà, donc on a l'impression d'avoir des signes de cette cristallisation. Alors on a l'impression que tout va bien, on se dit, bah, écoutez les amis, c'est formidable, on a tout compris, on a des grains qui cristallisent, qui vont dans le plan médian, qui chutent, qui grandissent, bah, voilà, on commence à avoir tout pour former des planètes. Alors la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir grimper jusqu'à des tailles planétaires grâce à ce processus? Alors en fait, malheureusement, la réponse est non, parce que, alors ça c'est encore Weidon-Schilling qui avait identifié ça, parce qu'il y a un autre processus qui se passe en même temps et qui va agir pour stopper la formation planétaire. C'est que non seulement, vous avez compris que les grains perdaient de l'énergie parce qu'ils frottent contre le gaz, donc non seulement les grains vont sédimenter verticalement, mais aussi ils vont avoir tendance à se déplacer radialement, ils vont chuter aussi en direction de l'étoile. Et donc on peut se poser la question de calculer leur vitesse de chute. Alors bon, ça se fait, donc on dit voilà, ils sont transportés par le gaz, il y a un terme de force centrifuge, il y a un terme de gravité, un terme de force du frottement. On calcule les différentes forces. Alors, en fait, la force de frottement avec le gaz, elle peut prendre deux régimes différents. En gros, vous ne frottez pas de la même manière. Si votre taille, en gros, vous savez que le gaz, les molécules de gaz ont un certain libre parcours moyen, d'accord? Vous ne frottez pas de la même manière avec le gaz si votre taille physique est plus petite que le parcours moyen des particules ou si votre taille physique est plus grande que le parcours moyen des particules. Quand vous êtes un tout petit objet submicrométrique, votre taille physique est plus petite que les parcours moyens, vous frottez dans un régime qui s'appelle le régime d'Epstein. Voilà, donc la force de frottement prend une certaine forme. Ensuite, pour les très grosses particules, comme on commence à être des objets macroscopiques, la force de frottement prend une autre expression. Alors, en fait, tout cela fait que, en gros, la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer dans la nébuleuse protoplanétaire du fait de se frotter avec la gaz va dépendre de votre taille. Et regardez ce qui se passe ici. Quand vous êtes tout petit, donc là c'est la taille de votre particule, ça c'est votre vitesse de radial dans le disque protoplanétaire. Quand vous êtes tout petit, eh bien, vous êtes scotché dans le gaz, vous êtes presque comme une molécule de gaz. Donc votre vitesse de déplacement par rapport au gaz est très faible. Mais plus vous commencez à grandir, plus vous frottez contre le gaz, et puis plus votre vitesse, vous commencez à glisser dans le gaz de plus en plus rapidement. Jusqu'au moment où vous allez passer par un maximum, où là, vraiment, votre particule commence à chuter très vite. Et après, qu'est-ce qui se passe si votre particule est encore plus grosse? En fait, ce qui se passe quand la particule est encore plus grosse, alors il y a deux effets. Premièrement, elle va commencer à passer d'un régime d'Epstein à un régime de Stokes, donc en gros, la forme de la force de frottement va changer. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que son inertie va commencer à devenir tellement importante que,
paradoxalement, son inertie va se mettre à remporter le pas, à gagner la compétition contre la force de frottement. Et à partir d'une certaine taille, en fait, finalement, ça frotte certes, mais elle est devenue tellement lourde que le gaz n'agit plus trop sur elle. Et à la fin, quand ça devient un objet macroscopique, l'objet macroscopique, il le sent quasiment plus, le gaz, parce qu'il a une inertie telle, et là, sa surface est tellement petite par rapport à son volume, qu'à la fin, il ne sort plus la force de frottement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre vitesse de drift par rapport au gaz passe un moment par un maximum qui est atteinte alors à une AU, dans une nébuleuse de taille minimale, etc., dans les conditions classiques, qui est typiquement autour du centimètre au mètre, quelque part dans la zone du centimètre au mètre. Et en fait, cette vitesse de chute, elle n'est pas du tout négligeable. Regardez, ici, on est à plusieurs mètres par seconde. Alors, vous pouvez vous dire, mais alors à plusieurs mètres par seconde, attention, en fait, on chute dans l'étoile en moins de 1000 ans. Là, je vous ai mis 100 ans, c'est peut-être un peu court, mais en moins de 1000 ans. Entre 100 et 1000 ans. Donc, vous voyez le problème? Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Vous commencez à glisser de plus en plus efficacement dans le disque, jusqu'au moment où vous tombez tellement vite vers l'étoile que, en gros, vous n'avez plus le temps pour former des planètes. Parce que certes, peut-être les planètes se sont formées en temps court, mais on sait que les planètes ont mis quand même plus de 100 ans pour se former. Et donc là, vous arrivez à une barrière, en fait. Donc ça, on appelait ça la barrière du mètre. Une barrière très, très difficile à contourner. Donc vous comprenez, c'est que plus vous êtes gros, plus vous grandissez vite, vous glissez vite, et puis à un moment, vous glissez tellement vite dans les minutes protoplanétaires que vous chutez dans l'étoile en un temps très court. Alors ça c'est compliqué. Parce que pour dépasser ce problème, en gros, les gens s'étripent depuis 20 ans pour résoudre ce problème. Voilà. Donc ça s'appelle la barrière du mètre. C'est un des plus grands problèmes de la formation planétaire. Voilà. Alors il y a une deuxième barrière du mètre dont je vous parle très brièvement ici, qui a été découverte dans les années 2000. Alors ça c'est la barrière du mètre au sens la taille, la longueur 1 mètre, mais une autre barrière du mètre, mais en fait c'est la barrière du mètre par seconde. On a découvert dans les expériences de laboratoire que quand on voulait faire du collage de poussière, eh bien typiquement des poussières, en gros, il y a un résultat très grossier mais qui est le suivant, c'est que des poussières qui se rencontrent avec une vitesse de collision bien inférieure au mètre par seconde ont tendance à se coller. Donc ça, c'est très bien pour faire la formation planétaire. Par contre, quand vous prenez deux grains et vous les faites se percuter avec une vitesse qui devient supérieure, voire très supérieure au mètre par seconde, ils ne se collent plus. Ils ont plutôt tendance à se fragmenter. Alors ça pose aussi un problème. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que quand les particules vont commencer à grandir, elles vont commencer à glisser de plus en plus vite. Glissant de plus en plus vite dans le gaz, elles vont se rencontrer de plus en plus vite les unes les autres. La vitesse de rencontre augmente avec votre taille. Tout simplement, plus vous êtes gros, plus vous allez vite, plus vous rencontrez votre petite copine à haute vitesse. Eh bien, quand vous commencez à rencontrer vos grains voisins à une vitesse qui commence à être comparable au mètre par seconde, vous n'êtes plus dans un régime de coagulation, mais vous entrez plutôt dans un régime d'érosion, voire de fragmentation catastrophique. Donc là, il y a deux problèmes très gros, et à l'heure actuelle, qui n'ont pas vraiment de trouver de solution, qui est qu'en gros, tout va bien quand vous êtes tout petit, vous commencez à grandir gentiment, mais quand vous commencez à atteindre des tailles de l'ordre du mètre, eh bien, soit vous glissez trop vite dans les minutes protoplanétaires, soit vous rencontrez les autres à trop haute vitesse et vous ne voyez plus comment grandir. Voilà, donc ça c'est la fameuse barrière du mètre, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors le problème c'est que là, alors si vous ne saviez pas que les systèmes planétaires existaient, rien que sur cet argument, les gens vous auraient dit, mais écoutez, posez votre stylo, cher ami, c'est fini, quoi. Vous ne pouvez pas former de planète pour cet argument. Parce que c'est quand même un argument très solide qui est très dur à contourner. Parce que vous avez vu en plus, ça fait appel à des principes de physique très simples. Hein. Donc c'est-à-dire que sur le plan de la physique, c'est assez robuste. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de 36 hypothèses différentes, quoi. Vous prenez un gaz, boum, vous faites glisser un grain dedans, vous pouvez en faire l'expérience en laboratoire, et vous sortez ça tout de suite. C'est un argument qui est robuste. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour contourner un argument robuste? Alors là, on invoque des mécanismes compliqués. Alors en général, quand on ne sait pas un truc en astrophysique, souvent on dit, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait du champ magnétique? Parce que c'est vrai que le champ magnétique c'est compliqué et beaucoup de gens ne voient pas, et moi le premier, ce qui se passe quand il y a du champ magnétique. Ou qu'est-ce qui se passe si le système devient instable? Alors je vous explique.
La grande idée, c'est, globalement, aujourd'hui, on ne sait pas très bien contourner ça. Le problème, c'est que si le seul moyen que vous avez pour former des gros objets, il faut essayer, en résumé, il ne faut pas passer par la zone dangereuse. Il faudrait, idéalement, ce qu'il faudrait faire, ce serait grandir vos objets jusqu'au centimètre. Et là, par un certain processus qu'il faut essayer d'inventer, il faudrait essayer de les faire croître jusqu'à des tailles, boum, kilométriques, en un temps hyper court. Alors ça paraît difficile, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y aura pas un processus qui permettrait en fait à ces grains de grandir quasiment instantanément jusqu'à des tailles kilométriques pour essayer en gros d'éviter, de contourner d'une certaine manière cette fameuse barrière du mètre? Alors, eh bien là, il y a deux processus qui ont été invoqués. Je vous ai parlé de champ magnétique. En fait, le champ magnétique, pour une certaine raison, c'est lié à la turbulence. Ce n'est pas impossible que la turbulence puisse nous aider. Vous allez voir, la turbulence, en fait, souvent, ça a deux revers. Hein. Enfin, c'est une médaille qui a ses deux revers. La turbulence peut nous aider ou parfois peut nous gêner. Mais vous savez qu'on va dans cette condition, elle peut nous aider. Okay. Et surtout, le mécanisme que tout le monde soupçonne à l'heure actuelle, c'est la prise en compte de la gravité des grains. Peut-être que la gravité qu'aujourd'hui, la gravité des grains sur eux-mêmes, qu'on a complètement négligée pour l'instant, peut-être qu'elle pourrait être importante. Donc maintenant, j'entre dans cette troisième phase, c'est comment essayer de passer de la phase des sédimentations des grains aux planétésimaux. La grande idée, c'est la suivante. Alors ça, on le soupçonne depuis les années 80. Le problème, c'est que ça n'a jamais vraiment bien marché. Tout le monde sent que peut-être la clé du mécanisme est là. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un calcul, une simulation, il y a toujours un contre-argument qui a l'air de surgir. Bon. Mais je vous explique l'idée. L'idée, c'est de dire la chose suivante. Quand votre disque sédimente dans le plan médian, vous sentez bien que sa densité va augmenter. Comme sa densité augmente, parce que vous prenez la même masse, vous l'écrasez dans le plan médian, comme sa densité augmente, peut-être que ce disque va commencer à ressentir son propre poids. C'est-à-dire peut-être que les forces d'autogravité, les forces gravitationnelles que les grains appliquent sur eux-mêmes vont commencer à être assez importantes. Donc la question que sont posées les gens, c'est de dire peut-être qu'on pourra avoir un mécanisme qui s'emballe, un mécanisme qui est dit d'instabilité gravitationnelle. Une instabilité gravitationnelle, c'est quand vous avez un système qui est très dense et qui veut se contracter spontanément pour former des grumeaux. D'accord ? Vous avez ça par exemple dans une galaxie, vous avez déjà vu une galaxie avec des bras spiraux. Vous avez déjà vu les photos de bras spiraux de galaxies, voilà. Les bras spiraux dans une galaxie, c'est typiquement une instabilité gravitationnelle. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, vous avez toutes les étoiles qui se regroupent pour former des grands bras spiraux. Voilà, sous la forme d'instabilité. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a un peu le même mécanisme? Alors, donc là, c'est Ward. Ward qui est le premier à avoir proposé cette théorie, donc le même dont on parlait tout à l'heure, Francis, qui fait le disque protolunaire. Donc c'est dans Ward 76 ou 79. Alors Ward, il nous dit quoi? Il nous dit, écoutez, que alors il s'inspire de calculs qui ont été faits par Jeans, qui est une autre personne avant lui, qui vous dit, écoutez, voilà, dans certains cas, dans certaines situations, un disque peut effectivement devenir gravitationnellement instable, mais pour ça, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Pour que la gravité puisse prendre le dessus, il faut que ce soit un disque qui soit dominé par son énergie de gravité. Alors, si vous faites un petit bilan d'énergie, vous avez trois types d'énergie en fait dans un disque. D'accord ? Vous avez l'énergie de gravitation, qui est liée à la densité de surface. Voilà, donc voilà la petite formule. Mais en même temps, vous avez de l'énergie thermique, qui va être liée à la vitesse du son. D'accord ? Mais vous avez une troisième type d'énergie, c'est une énergie qui est due à la rotation keplérienne. C'est simplement le fait que si l'étoile est là, si vous prenez deux particules sur deux orbites légèrement différentes, celle qui est plus près de l'étoile va tourner un peu plus vite. Donc deux objets qui sont séparés d'une certaine distance ne tournent pas à la même vitesse, donc elles ont une petite énergie cinétique relative. Vous comparez toutes ces énergies entre elles et vous dites dans quelles conditions l'énergie gravitationnelle domine tout le monde. Donc vous écrivez en gros une condition en disant que l'énergie gravitationnelle domine à la fois l'énergie thermique et l'énergie de chaleur, l'énergie thermique. Vous aboutissez à un critère qui s'appelle le critère de Toomry. Alors ça, c'est un critère qui traverse toute l'astrophysique, on trouve aussi en dynamique galactique, qui vous dit qu'on peut construire un coefficient qui s'appelle Q. Bon, enfin bref, on a décidé de l'appeler Q, certes. Q, en gros, il est proportionnel à votre vitesse de rotation, à votre vitesse du son, et il est inversement proportionnel à votre densité de surface. Et ce qu'on peut montrer, c'est que quand Q est plus petit que 1, eh bien, votre disque s'effondre et fait plein de fragments. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être plus petit que 1 ? Il faut avoir soit une très faible température.
donc ça veut dire un disque froid, soit avoir une très grande densité de surface, soit avoir un disque dense. Si vous arrivez à rendre Q plus petit que 1, boum, vous pouvez déclencher l'instabilité gravitationnelle. Alors on se dit, merveilleux, peut-être qu'on a la solution. Alors la question, à quoi ressemble une instabilité gravitationnelle? Alors je vous montre par exemple des simulations numériques ici, que moi je fais, alors là c'était pour les anneaux de Saturne, parce qu'il y a des instabilités gravitationnelles dans les anneaux de Saturne. Ce que vous voyez ici, donc c'est exactement comme un disque protoplanétaire. Vous imaginez que vous survolez le disque protoplanétaire, ok, et vous voyez une région qui est en dessous de vous, vous êtes en avion. Chaque point, si vous voulez, c'est une poussière, d'accord, hein, et vous voyez une région qui fait 500 mètres par 500 mètres. Donc vous tournez avec, d'accord. Donc ça, c'est le disque protoplanétaire vu de haut, et ça, c'est le disque protoplanétaire vu de profil. Donc au début, on a une soupe homogène, ok, et là, vous allez voir, comme il y a des collisions que le disque se refroidit, vous allez voir que le disque va voir son épaisseur diminuer. Vous allez voir que le disque va commencer, vous allez voir la sédimentation dans le plan médian. Vous voyez la sédimentation s'installer là? Voilà. Voilà, le disque va diminuer et le coefficient de Toumri tout à l'heure va commencer à passer plus petit que 1. Et regardez ce qui se passe, l'instabilité gravitationnelle s'installe. Et là, en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est que les grains ont tendance à se coller les uns aux autres, et puis plus ils se collent, plus ils sont lourds, plus ils sont lourds, plus ils se collent, etc., etc. Et là, vous formez des agrégats gravitationnels. Vous avez bien compris que les forces de collage, ici, ce n'est plus les effets de surface. C'est vraiment la gravité qui a tendance à former ces objets. Donc là, je suis désolé, c'est tiré verticalement, c'est juste un effet de zoom vertical, mais normalement, ces objets sont plus ou moins sphériques. Okay, voilà. Alors voilà, alors en plus, bon, alors ça c'est une théorie qui se résout de manière totalement analytique. Alors on peut même calculer la taille caractéristique de ces objets, ça dépend de la densité de surface, la distance au Soleil, voilà. Et en gros, si vous faites une application numérique au niveau de la taille de la distance de la Terre, vous trouvez que vous formez des objets qui font de l'ordre de quelques kilomètres. Et donc ça, ce calcul a été fait dans les années 70. Et c'est comme ça qu'est née l'idée que les planétésimaux, ces fameuses briques de formation planétaire, devraient être des objets de l'ordre du kilomètre. Ce n'est pas sorti de l'observation, c'est sorti de ce papier de Ward, qui trouve comme taille caractéristique 5 km. Et ça tombait bien, on se dit, mais 5 km, c'est merveilleux, c'est à peu près, c'est une taille typique d'astéroïde. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Les astéroïdes, ou la plupart d'aujourd'hui, les astéroïdes sont des fragments, en fait, issus de fragmentation. Mais sauf que, vous voyez, la cohérence entre une observation mal interprétée et une théorie, en fait, qui a des problèmes, fait qu'en fait, voilà, on se dit, voilà, ça va peut-être marcher. Mais cette théorie, en réalité, est beaucoup trop simple. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre un peu fratricide entre plusieurs écoles dans les années 80 et aujourd'hui, on commence à trouver un moyen terme, qui est qu'en fait, Ward n'avait pas pris en compte aussi, enfin, il n'a pas pris en compte parce qu'il fallait bien aussi mener le calcul. Donc, il a mis beaucoup de nouveaux concepts sur la table qui ont fait vraiment progresser le domaine. Mais aussi, ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est le fait qu'en fait, on est quand même dans un environnement qui est gazeux, un environnement qui est assez turbulent. Et ce qui a été montré par Weiden-Schilling dans les années 80, c'est qu'en réalité, contrairement à la belle petite animation que je vous ai montrée, quand ici le disque commence à se contracter, ici dans cette simulation, il n'y a pas de gaz ici, rien ne s'oppose à la contraction de ce disque, au refroidissement de ce disque. En fait, il est très probable que la turbulence, en fait, agite en permanence les grains et le matériau, ce qui fait que le disque n'arrive jamais à se refroidir suffisamment pour que Q devienne plus petit que 1. En résumé, si je reprends le critère de Toumri, la turbulence fait que cette vitesse du son ne descend, comme le matériau est en permanence brassé par la turbulence, cette vitesse du son ne descend jamais suffisamment bas pour déclencher l'instabilité gravitationnelle. Donc à ce moment-là, Weiden-Schilling dit, mais attendez, mais c'est n'importe quoi, la turbulence vous empêche l'instabilité gravitationnelle de s'installer. Ensuite, alors voilà. Alors après, ce qu'a fait Weiden-Schilling, c'est que lui, il a proposé un autre modèle qui a été repris par Jeff Coetzee, qui aujourd'hui, Jeff Coetzee est très actif. Lui, il propose un mécanisme un peu différent, consiste à dire que, en fait, ce serait peut-être dans les vortex de la turbulence qu'on aurait du collage de surface entre les grains. Peut-être que même la turbulence elle-même pourrait former des gros grains. Voilà. Donc à l'heure actuelle, il y a un débat qui est assez actif entre les deux. Okay. Et là, récemment, il y a un papier qui a été sorti en 2007 par des Canadiens, dont je ne me souviens plus le nom, qui commence à faire des simulations
de croissance de grains en turbulence et qui montre en fait que sous certaines conditions, on pourrait former des gros objets, mais ce serait un mélange en fait de collage en turbulence et d'instabilité gravitationnelle au cœur des tourbillons. Donc, on n'a pas encore la solution finale, mais peut-être en fait qu'un mélange d'instabilité gravitationnelle et de concentration due aux effets de tourbillons, enfin des vortex de la turbulence, pourrait peut-être déclencher l'instabilité gravitationnelle. Ok, voilà. Mais sachez que voilà une deuxième question parfaitement ouverte, c'est la formation des planétésimaux. Ensuite, la question, est-ce que les planétésimaux initialement faisaient le kilomètre? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Et même, il y a des papiers qui sont sortis récemment qui tendent à dire que peut-être les planétésimaux étaient beaucoup plus grands que le kilomètre. On ne sait pas encore très bien. Voilà. Alors maintenant, on imagine qu'on a formé les planétésimaux. Ok. Maintenant, que se passe-t-il? Quelle est la suite de l'histoire? Vous imaginez bien que ces planétésimaux ne vont pas se coller par effet de surface, parce que là, qu'ils fassent 1 km ou 100 km, les effets de surface deviennent complètement négligeables. Maintenant, la seule force qui est capable de poursuivre l'histoire, c'est en fait la force de gravité. Alors, ce qu'on pense, c'est que tout simplement, les planétésimaux ont dû grandir par collision mutuelle. Alors, mais alors maintenant, la force qui va permettre de faire grandir, en fait, le paramètre qui va vraiment être très important, ça va être en gros, quelle est la vitesse? Ça va être la vitesse de rencontre des planétésimaux. Parce que vous savez, alors ça je pense que c'est un calcul que vous avez déjà fait, pour que deux objets se collent, du fait de la force de gravité, il faut qu'ils se rencontrent à très faible vitesse. À tout objet, on peut associer ce qu'on appelle une vitesse de libération. Donc en gros, c'est la vitesse à laquelle il faut vous déplacer pour échapper à son attraction gravitationnelle. Et en gros, vous savez que la vitesse de libération de la Terre, c'est 11 km/s. Okay, donc si vous déplacez à 11 km/s, plus de 11 km/s, alors si d'accord, c'est pas facile, en gros, mais si vous déplacez à plus de 11 km/s, vous échappez. Si vous vous déplacez à moins de 11 km/s, vous restez piégé dans le champ gravitationnel de la Terre et vous retombez. Bon. Pour les planétésimaux, eux, eh bien, en fait, cette vitesse d'évasion, en fait, c'est de l'ordre de 10 mètres par seconde. Vous prenez un objet kilométrique avec une densité de 3000 kg par mètre cube, ce qui est à peu près des silicates. Vous faites l'application numérique, c'est racine de 2 gm sur r, voilà, enfin bon. Et donc, vous trouvez 10 mètres par seconde. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que les vitesses à laquelle se déplacent la vitesse à laquelle se rencontrent les planétésimaux est-elle plus grande ou plus petite que ces fameux 10 mètres par seconde, en gros, qui est la vitesse critique en dessous de laquelle vous pouvez vous coller et au-delà de laquelle vous ne pouvez plus coller. Bon. Alors ça, en fait, c'est un calcul qui n'est pas très simple, parce que, en fait, dans la nébuleuse, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière, dans la nébuleuse protoplanétaire, vous avez plusieurs types de forces qui contribuent soit à diminuer, soit à augmenter la vitesse relative. Les collisions, elles, vont diminuer la vitesse relative, parce que quand vous tapez, vous dissipez de l'énergie. Voilà. Le gaz va diminuer la vitesse relative, mais le problème, c'est que les rencontres gravitationnelles entre objets, par contre, elles vont avoir l'effet contraire. Elles vont avoir tendance à augmenter les vitesses relatives. C'était mon graphique tout à l'heure. Donc, par exemple, si vous prenez un gros objet qui rencontre tous ces petits corps-là, imaginez une rencontre entre ça et tout ça, tous les objets vont être déviés. Regardez, tous ces objets, au début, ils ont des vitesses relatives nulles entre eux. Ils rencontrent cet objet, ils sont tous déviés, et regardez à la fin, vous avez augmenté les vitesses relatives entre les petits objets. Ça, c'est un terme technique, on appelle ça la friction dynamique. D'accord. Voilà. Bon. Alors, donc vous voyez que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un peu contre-intuitif, mais la gravité, par ses effets de fond dans l'objet, va avoir tendance à disperser les vecteurs vitesse. Donc la question, c'est quel est l'équilibre que la nature va trouver entre des processus qui augmentent la vitesse relative et des processus qui les diminuent. Alors, ça a été montré par Safronov. En fait, il y a un résultat qui est assez miraculeux. On s'aperçoit qu'en gros, si vous prenez tous les effets en compte, vous aboutissez à un système qui globalement s'équilibre de sorte que les vitesses relatives sont comparables aux vitesses d'évasion. Donc si vous voulez, en résumé, vous aurez, très grossièrement, 50% des objets qui iront plus vite que la vitesse d'évasion, 50% des objets qui iront moins vite que la vitesse d'évasion. Et c'est de l'ordre de 10 mètres par seconde. Donc a priori, si vous en croyez ce résultat, a priori, les conditions d'accrétion des planétésimaux sont à peu près rencontrées. Ils se rencontrent suffisamment lentement pour grandir. Maintenant, la question, c'est comment vont-ils grandir?
Alors ça, le premier à avoir étudié ça, c'est Safronoff, dans les années 60. Alors lui, alors là, il y a une petite anecdote qui est assez savoureuse, donc je vous la raconte. Alors Safronoff, lui, bon, bah, imaginait, ce qui a priori est une hypothèse simple, que tous les planétésimaux grandissaient à la même vitesse. En gros, tout le monde, tous les planétésimaux ont à peu près la même histoire. Donc voilà, donc au début, ils sont tous petits, puis après, ils rencontrent tout le monde. Après, ils sont tous plus grands. Ensuite, ils sont tous plus grands, puis ensuite, ils rencontrent tout le monde, puis ils sont tous plus grands. En gros, tout le monde, il n'y en a pas un qui dépasse, et donc c'est très soviétique, tout le monde a toujours exactement, toujours la même taille au même moment. Voilà, il n'y en a pas un qui dépasse. Voilà. On appelle ça la croissance ordonnée. Alors, il fait le calcul, et il trouve en fait que on peut faire grandir des objets pas très gros en fait de cette manière, mais à peu près il faut au moins 100 millions d'années pour former des objets de la taille de la Lune. On n'arrive pas à former d'objets de la taille de la Terre, mais c'est un processus qui est extrêmement lent. Alors, celui qui semble avoir résolu le problème, c'est Richard Greenberg. Ensuite, ça a été toute une bataille avec Weatherhill plutôt parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de leurs résultats. Dans le début des années 80, enfin là, en 79, il y a Richard Greenberg publie un papier dans lequel lui, il se met à simuler le système de Safronoff, mais cette fois-ci avec un ordinateur. Et lui, ce qu'il trouve, c'est un résultat différent. Il s'aperçoit qu'en fait, tout le monde ne grandit pas à la même vitesse. Il s'aperçoit au contraire qu'il y a un objet qui va se mettre à grandir beaucoup plus rapidement que les autres, tout en écrasant ses petits copains qui vont rester tout petits. Et donc, en gros, les plus grands grandissent les plus vite. Et il a appelé ça l'effet, alors c'est le fameux effet, pour ceux qui ont déjà rencontré l'effet runaway growth, la croissance, et en français qui a été traduit par l'effet boule de neige. En gros, si vous voulez, c'est un mécanisme d'instabilité, ce qui fait qu'en réalité, tout le monde ne grandit pas à la même vitesse. On a un qui va se mettre à dominer le système, à grandir à toute allure, tout en empêchant les autres de grandir. Voilà. Et c'est un mécanisme qui est très rapide. Ici, je vous ai écrit qu'il prend 100 000 ans, mais en fait, en réalité, en variant les paramètres, vous pouvez le réduire à 10 000 ans selon certaines conditions. Voilà. Alors, le mécanisme de l'effet boule de neige, au fond, on se comprend assez bien. C'est que si vous prenez une distribution d'objets, par définition, il y en a toujours un qui est plus gros que les autres, quoi. Eh bien, le plus gros attire efficacement ses petits copains. Attirant plus efficacement ses petits copains, il devient plus gros. Devenant plus gros, il les attire encore plus efficacement et le phénomène s'emballe en fait. Plus je suis gros, plus j'attire, plus je suis gros, le phénomène s'emballe. Et comme ça, très rapidement, vous allez créer des gros objets. La contrepartie, c'est que vous allez créer, au lieu de créer plein d'objets, localement, il y a un objet qui va se mettre à grandir. D'accord? Donc en gros, lui, il va se mettre à manger tout le monde autour de lui. Voilà. Donc voilà par exemple des simulations numériques qui ont été faites par l'école japonaise, voilà, où là vous mettez plein de petits planétésimaux autour du Soleil, et puis après quelques temps, rapidement, vous voyez qu'il y a quelques objets qui se sont mis à grandir. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, donc je vous montre par exemple, des simulations. Alors ça, c'est la simulation de Greenberg 78. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des distributions de taille. Ça vous donne le nombre de tailles en fonction de leur masse. Donc ça, alors au début, vous partez de ça. Donc c'est les planétésimaux, donc en gros vous avez des objets, vous avez à peu près la même quantité d'objets jusqu'à des tailles qui sont alors de 10 puissance 20 kg. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, au bout d'un certain temps, vous obtenez une courbe comme ça. Donc ça veut dire quoi une courbe comme ça? C'est-à-dire que vous avez formé des gros objets, vous voyez que le pied de la courbe est parti vers la droite, mais en contrepartie, vous avez plus de petits corps. Alors ça c'est quoi? Tout simplement, ça c'est le produit de fragmentation. C'est qu'il n'y a pas que de l'accrétion, il y a aussi de la fragmentation. Et puis au bout d'un certain temps, après ici 47 000 ans dans cette simulation, vous avez carrément, il y a un seul objet qui s'est séparé de la distribution de taille et boum, qui s'est mis à grandir à des tailles beaucoup plus grandes que le reste. Et cet objet unique est rentré en phase runaway et c'est un embryon planétaire qui est en train d'accréter. Alors là, quand on a trouvé ça, on se dit, oh bah ouais, c'est merveilleux, on a compris comment sont formées les planètes, bah voilà, les planétésimaux arrivent, l'accrétion boule de neige fait son œuvre et boum, on va former des planètes. Le seul problème, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais en fait, on n'est jamais arrivé à former des planètes complètement juste avec cet effet boule de neige. Pourquoi? Parce que l'effet boule de neige, en fait, il contient en lui les propres germes de son extinction. En fait, au mieux, avec l'effet boule de neige, vous allez former des embryons planétaires qui ont typiquement la taille de la Lune ou la taille de Mars, pas plus que ça, quoi. Okay. Alors, il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que le matériau, tout simplement, se vide autour de l'embryon au fur et à mesure qu'il les mange, et qu'il y a un moment où, quand l'embryon a mangé tout ce qu'il y a autour de lui, eh bien, il ne peut plus grandir, tout simplement. Il faut qu'il aille chercher, si vous voulez, il a été très glouton, il a mangé tout ce qu'il y avait à sa portée, mais il n'y a pas assez de matériaux pour grandir plus loin, plus.
Alors on peut calculer la masse limite. Alors après, il y a d'autres arguments sur les vitesses relatives sur lesquels je ne m'étendrai pas. On peut calculer cette masse limite et vous pouvez grandir jusqu'à une masse qui s'appelle la masse d'isolation. La masse d'isolation. Bon, sachez que cette masse d'isolation, au niveau de la Terre, elle fait à peu près 0,3 masse terrestre. D'accord ? Mais en gros, c'est la taille des embryons planétaires. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette masse d'isolation croît avec la distance au Soleil. La masse d'isolation au niveau de Jupiter va être de l'ordre de 30 masses terrestres, par contre. Hein, ok, voilà. Donc cette masse, mais voilà. Mais au niveau de la région des planètes terrestres, ça reste plus petit que les planètes terrestres. Et au niveau des planètes géantes, ça reste plus petit que les planètes géantes. Alors, la question maintenant, c'est comment sortir de ce goulot d'étranglement. Donc là, un nouveau goulot d'étranglement à la théorie de formation planétaire. Alors ça, par contre, celui-là, on a de la chance, ça a été un des plus simples à résoudre. C'est que tout simplement, on s'aperçoit que la clé, c'est si vous mettez juste un embryon dans votre disque, il ne s'en sortira jamais. Une fois qu'il aura tout mangé, ce sera fini. Par contre, si vous avez plusieurs embryons dans votre disque, ils vont pouvoir commencer à s'exciter les uns les autres et à s'échanger du matériau. En gros, vous allez pouvoir faire des ping-pong entre les plusieurs embryons et ils vont pouvoir commencer à sortir de leur isolation. Alors, je vous montre par exemple une simulation. Donc là, ici, ce que vous avez, c'est la distance au Soleil. Et ici, vous avez l'excentricité. Alors, l'excentricité, ça vous donne une idée de l'ellipticité des orbites. Une excentricité nulle, c'est une orbite parfaitement circulaire. Quand l'excentricité croît, un objet commence à voir sa distance au Soleil varier, parce qu'il va pouvoir se rapprocher du Soleil et s'éloigner. Donc ici, en fait, on ne les voit pas, mais vous avez deux petits embryons qui sont là, qui commencent à grandir. Et puis, ils excitent leur environnement. Regardez, ils mettent le désordre dans tous les petits grains qui sont autour. Puis rapidement, en fait, les excentricités de tous ces petits grains ont vachement grandi. Et ils vont pouvoir commencer à s'échanger du matériau, comme ça. Et comme ça, en fait, les embryons vont pouvoir continuer leur croissance en s'échangeant du matériau. Et aussi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir rentrer en collision les uns avec les autres. Et ça nous ouvre sur la dernière partie de ma présentation, qui vient dans pas longtemps, qui va être la phase finale de la formation planétaire. Donc vous voyez maintenant, on en est au point où on a formé des embryons planétaires. Donc vous voyez la situation. On a formé des planétésimaux qui grandissent pour former des embryons planétaires. Okay, et maintenant, on est dans une situation où on a des centaines d'embryons planétaires dans le système solaire. Et alors maintenant, comment continuer à grandir? Eh bien là, c'est la phase de la formation planétaire, bon, qui pose encore certes pas mal de questions, mais qui est peut-être en fait la plus contrainte aujourd'hui. Tout simplement pour des raisons très simples, c'est que disons quelques centaines d'embryons planétaires en interaction gravitationnelle, c'est des choses qu'on commence à bien savoir simuler dans les ordinateurs aujourd'hui. Donc en fait, on peut se permettre de faire de moins en moins d'approximations. Et les développements théoriques ces 15 dernières années ont permis de simuler très efficacement la phase finale de formation planétaire, c'est-à-dire la phase embryon-planète. Alors juste pour replacer les échelles de temps. Hein, jusqu'ici, depuis le début de la formation planétaire, il s'est écoulé un temps qui est de l'ordre du million d'années, typiquement, entre 100 000, pour former des embryons planétaires. Ils font à peu près entre 100 000 et 1 million d'années. OK ? Bon. Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va entrer dans la phase finale d'assemblage des embryons planétaires pour les faire grandir jusqu'à des tailles planétaires. Donc j'ai appelé ça l'époque des protoplanètes. Donc il y a quelques centaines de protoplanètes entre 0,5 et 5 AU. D'accord? Donc il y a beaucoup de matériaux, quoi. Et bien maintenant, ces protoplanètes vont rentrer en collision les unes avec les autres et on va être dans une phase où il va y avoir des collisions géantes. On pense aussi que c'est à cette période qu'on va pouvoir former des objets tels que la Lune, par exemple. Alors après, il y a tout un débat sur le moment exact de formation de la Lune. Okay, mais c'est typiquement la formation de la Lune, on pense, c'est dans cette phase finale d'assemblage des embryons entre eux. Voilà. En gros, la grande idée, c'est que les embryons commencent à être assez gros, les embryons commencent à être assez gros, et ils vont pouvoir se perturber très efficacement. Pouvant se perturber très efficacement, ils vont pouvoir faire des grosses déflexions gravitationnelles les uns par rapport aux autres, donc on peut calculer leur déflexion gravitationnelle, qui va faire augmenter l'ellipticité des orbites. Alors qu'au début, tout le monde se formait sur des orbites parfaitement exactement circulaires, maintenant les embryons vont commencer à se perturber les uns les autres, ils vont avoir des orbites de plus en plus elliptiques.
Et une orbite elliptique, c'est bien parce que dans le système solaire, une orbite elliptique, c'est-à-dire que vous avez un objet qui va tantôt se rapprocher, tantôt s'éloigner du Soleil. Donc chaque embryon va pouvoir faire un petit voyage radial et balayer ce qui se passe autour de lui. Et quand vous avez plein d'embryons qui se baladent radialement comme ça, vous allez pouvoir commencer à les faire se rencontrer les uns les autres. Alors, on va avoir donc des collisions, ce que j'ai appelé collisions géantes, ça veut dire des objets de taille planétaire qui vont se rentrer dedans, et donc ça peut être des collisions. Alors, ça peut paraître extrêmement destructeur, c'est vrai qu'au moment de l'impact, dans ces collisions géantes, il y a beaucoup de chaleur qui est dégagée parce qu'il y a une énorme énergie gravitationnelle qui est libérée, mais il faut bien voir que comme vous avez affaire à des gros objets, des objets qui ont des tailles d'embryons de la Mars à la taille de la Terre, globalement, ce dont on va par ça, c'est qu'une bonne partie des fragments libérés lors de ces collisions géantes vont pouvoir être réaccrétés par les deux planètes. Donc finalement, même si la collision a un effet déstructurant sur le système, globalement, ces collisions vont se traduire globalement par des accrétions, en fait. Parce que la masse des planètes, une planète, c'est lourd, si je puis dire. Voilà, okay. Voilà. Alors, je vous montre une simulation qui a été faite par Sean Riemann, Sean Riemann aujourd'hui est à Bordeaux, quoi. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que bon, il s'est aussi intéressé à la composition chimique, en tout cas à l'abondance en volatile des corps. Donc, regardez, on va former une centaine d'embryons qu'on va répartir entre, là en l'occurrence, c'est 0,5, entre 0,5 unités astronomiques et 4,5 unités astronomiques, d'accord? Voilà, donc ça, on imagine que c'est l'état du système à la fin de la phase planétésimaux. Et tout simplement, on va faire évoluer leurs orbites et ils ont été colorés en fonction de leur abondance en éléments volatiles. Donc par exemple, les objets proches du Soleil sont chauds, donc ils vont être rouges. Ils sont chauds, donc ils ont une faible abondance en eau. Par contre, les éléments loin du Soleil, plutôt vers 4,5 unités astronomiques, on va pouvoir condenser l'eau, donc ils sont plus riches en eau. Voilà, et donc on fait tourner le temps, et alors ce qui se passe dans cette simulation, il y a aussi Jupiter. Jupiter est à 5 unités astronomiques, donc elle est au bord ici, on ne vous la montre pas, mais Jupiter est là, et Jupiter induit un désordre gravitationnel dans ce système. Et voilà, et le temps passe, donc 0 million d'années, c'est le point de départ. 1 million d'années, remarquez, les objets se sont efficacement perturbés entre eux, on est grimpé à des excentricités qui sont de l'ordre de 0,1, et les objets ont déjà commencé à grossir. On a moins d'objets plus gros. Par contre, au niveau de la ceinture astéroïde, regardez, alors là c'est la fête, Jupiter a mis un désordre très important dans cette zone. Okay. Et le temps passe, on a de moins en moins d'objets, mais qui sont de plus en plus gros. 0,01, 1 million d'années, 10 millions d'années, de moins en moins. Et à la fin, là dans cette simulation, il faut attendre 200 millions d'années dans cette simulation. Là, vous finissez avec un système où vous avez quelques planètes, donc en l'occurrence, vous en avez 5. Et qui se sont formés à partir des embryons. Donc cette grande étape de formation planétaire, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle est beaucoup plus longue. Autant il faut à peu près moins d'1 million d'années, on pense, pour former ces embryons, autant il faut attendre quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années pour finir avec des planètes. D'accord ? Donc en gros, on pense que 90% de la formation planétaire, c'est cette phase finale d'embryon. Alors, il y a des conséquences observationnelles, parce que si vous avez affaire à un système qui est très collisionnel, beaucoup de débris sont relâchés, beaucoup de poussière est générée, et ça, c'est pas impossible que l'on voit cette phase, parce qu'on pense qu'on aura affaire à un disque qui serait très riche, qui serait à nouveau très riche en poussière, et ces disques, on pense les observer, on appelle ça des disques de débris, d'accord ? Voilà. Alors, c'est intéressant de regarder le nombre de corps en fonction du temps. Vous voyez qu'en gros, initialement, vous partez avec quelques centaines d'embryons. Et puis, bloom, ici, ont un temps caractéristique qui est de l'ordre de 10 000 ans. Vous divisez par 10 le nombre d'objets. Et en gros, vous passez la majeure partie de votre temps à accréter les derniers objets. Voilà. Alors, on pourrait se dire, tiens, alors voilà d'autres simulations dans le même esprit. Voilà, et on retombe à peu près à les mêmes échelles de temps, lors de la centaine de 200 millions d'années. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire, en fait? Est-ce que histoire dont je vous rappelle qu'il y a pas mal de trous, quand même, déjà au milieu, quoi. Mais est-ce que maintenant, c'est la fin de l'histoire? Est-ce qu'on pense qu'on a bien maîtrisé la fin de la formation planétaire? Eh bien, en fait, c'est pas du tout sûr, parce que voilà, par exemple, plusieurs systèmes planétaires qui ont été formés dans ces simulations numériques. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans beaucoup de ces systèmes planétaires formés dans les ordinateurs, les orbites se croisent. En gros, vous avez des orbites de planètes qui sont très elliptiques.
Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on observe dans notre système solaire. Les orbites des planètes ne sont pas aussi elliptiques. Les orbites des planètes sont relativement bien circulaires. Donc, en gros, il faut, entre guillemets, circulariser les orbites. Et on ne sait pas encore très bien comment se circularisent ces orbites. On a des pistes. Peut-être qu'une des pistes, c'était, vous savez, tous ces petits fragments qui sont générés dans des collisions. Si ça se trouve, en fait, il y a une grosse quantité de fragments, et peut-être que l'interaction gravitationnelle avec tous ces fragments qui n'a pas été considérée ici, peut-être peut circulariser les orbites, parce qu'on sait que les nuages de poussière ont tendance à circulariser les objets. Mais voilà. Ça, c'est peut-être une des clés du mécanisme. Voilà. Dans les dernières 10 minutes qui me restent, je vous propose juste de dire un mot sur les planètes géantes. Voilà, juste sur les planètes géantes. Et les planètes géantes dans tout ça, je vous montre 3 diapos. L'idée générale qu'on a sur les planètes géantes, en gros, les planètes géantes, elles se sont formées dans un environnement plus lointain du Soleil, dans un environnement plus froid, qui était beaucoup plus dense en gaz. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, cette fameuse masse d'isolation, la taille des embryons planétaires, elle a tendance à faire plusieurs dizaines de masses terrestres dans la zone des planètes géantes. Donc on imagine que la formation des planètes géantes, c'est plutôt comme ça. Le début de l'histoire est exactement le même que pour les planètes terrestres. Vous formez des objets, vous commencez à former un gros embryon. Sauf que ce gros embryon, il est dans un environnement qui est riche en gaz froid. Donc ce gaz froid va commencer à être capturé par votre protoplanète géante. Donc la protoplanète géante capture ce gaz froid et à la fin finit avec une enveloppe de gaz au cœur duquel se trouve l'embryon qui a capturé cette enveloppe. Alors, ça pourrait paraître simple, mais cette théorie qui s'appelle la modèle, en fait, cette théorie qui est qu'en gros, en gros, ce que je suis en train de vous dire, la conséquence de ça, c'est que l'atmosphère des planètes géantes, c'est de la nébuleuse protoplanétaire directement. C'est ça, en fait, la conséquence directe de ce modèle. C'est que si vous voulez aller prélever un bout de nébuleuse protoplanétaire, soit vous pouvez aller le prélever dans le Soleil, soit vous pouvez aller le prélever dans l'atmosphère des planètes géantes. Ça voudrait dire, si c'est vrai, et aujourd'hui il y a quand même un assez bon accord sur ce type de modèle, que l'origine de l'atmosphère, et ça en fait on s'en doutait, mais que l'origine de l'atmosphère des planètes géantes est totalement différente de l'origine de l'atmosphère des planètes terrestres. On pense que l'origine de l'atmosphère des planètes terrestres, on pense que c'est principalement en gros un effet de dégazage. D'accord ? Vous dégazez les volatiles. À une certaine température, les éléments les plus volatiles s'en vont, les éléments un peu volatiles restent et vous formez une atmosphère. Vous dégazez les roches, quoi. Et donc, ce qui fait que votre atmosphère aussi des planètes terrestres, elle est assez différente de la nébuleuse protoplanétaire. Par contre, les atmosphères des planètes géantes, on pense que c'est carrément, entre guillemets, un bout de nébuleuse protoplanétaire capturé autour du cœur solide. D'accord ? Voilà. Alors, tout cela n'est pas sans poser quelques problèmes. Parce qu'en gros, on s'aperçoit en fait que la capture, en fait, cette capture n'est pas si simple que ça en réalité, parce qu'on retrouve à l'échelle des planètes géantes le même problème qu'avec le Soleil. En gros, pour capturer du gaz, il faut l'accréter autour de votre graine solide, mais le gaz, il va tomber en spiralant sur la graine solide, okay ? Mais une fois de plus, comme le gaz a trop de moments cinétiques, il va vouloir tomber en spiralant. Ayant beaucoup de moments cinétiques, il va se mettre à tourner de plus en plus vite autour de la graine. Il ne va pas vouloir tomber en fait sur la graine, parce que la force centrifuge va contrebalancer la force de gravité. Donc on a du mal à faire ces enveloppes. Mais on pense que d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être comme ça que ça a dû se passer, parce que là, vous avez une explication naturelle. Pourquoi ? Ça vous apporte une explication naturelle à l'enrichissement en éléments lourds des atmosphères de planètes géantes. On sait que les atmosphères de planètes géantes sont enrichies d'un facteur 3 à 4 en éléments lourds par rapport au Soleil. Et ça pourrait être en fait une dissolution partielle de la graine solide dans l'atmosphère. Voilà. Juste pour finir, qu'en est-il de cette nébuleuse de gaz ? Parce que je vous rappelle qu'il y a une nébuleuse de gaz qu'on a un peu, au début qui est très importante, mais on a un peu oublié sur la fin. Eh bien, la nébuleuse de gaz, de son côté, on pense que ce qu'on observe, si on observe des disques autour du Soleil, dans la galaxie, eh bien, là, vous avez, voilà, ça c'est plein d'étoiles qui ont été observées. Là, ça c'est un rapport spectral qui, en gros, dont on pense qu'il est proportionnel à la quantité de gaz. Et ça, c'est l'âge de l'étoile. Et on s'aperçoit en gros que les étoiles jeunes semblent être entourées de disques de gaz massifs. Les étoiles plus vieilles
semble avoir beaucoup moins de gaz autour d'elles. En fait, ce qu'on observe, c'est que ces disques, ces enveloppes de gaz autour des étoiles, en gros le disque protoplanétaire de gaz, ont tendance à disparaître typiquement avec un temps caractéristique qui est de l'ordre de 5 millions d'années. Alors, quelle est l'origine de cette disparition? Eh bien, cette disparition, on pense que c'est le mécanisme ce qu'on appelle la photoévaporation, donc c'est le rayonnement de l'étoile qui chauffe très efficacement la couche superficielle de l'enveloppe de gaz et qui peu à peu fait que la partie superficielle du disque de gaz s'évapore. Voilà. Mais ça, ce n'est pas très bien saisi, mais c'est peut-être ça le mécanisme qui sera à l'origine de la disparition du disque protoplanétaire. Voilà. Voilà, bah écoutez, je crois que je n'aurai pas trop le temps de vous parler en fait, finalement du modèle de Nice. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous tracer un petit peu les grandes étapes de ce qu'on pense être la formation planétaire. Et je pense qu'à partir de cette présentation, si vous arrivez à vous l'approprier, chose que je souhaite, normalement, vous aurez tous les éléments à partir de ça pour pouvoir ensuite l'enrichir avec des questions qui tournent autour du modèle de Nice, etc. Mais là, vraiment, vous avez toutes les briques de base, qui est un petit peu la trame autour de laquelle on construit aujourd'hui la théorie de formation planétaire. Voilà. Vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de place pour tout le monde. Et aujourd'hui, les exoplanètes nous apportent pas mal d'informations sur ça, et qu'aujourd'hui, on est extrêmement tributaire à la simulation numérique et l'observation devient primordiale. Voilà. Merci beaucoup.